Je vous remercie à nouveau aussi d'être présent ce matin. Donc, je me présente, Albéric Chemana, et je vais vous parler des dispositifs d'interface graphique et numérique. Je remercie évidemment en premier lieu Evelyne Broudou et Claire Scopsi qui m'ont invité pour ce séminaire. Donc pour commencer, simplement, c'est un exercice un petit peu différent de ce que je fais habituellement. J'évolue effectivement dans l'enseignement auprès d'étudiants en informatique et d'étudiants aussi en design graphique. Donc ça m'est arrivé effectivement de diversifier les publics, mais là c'est encore pour moi tout nouveau, un public particulier, de chercheurs, de spécialistes dans les instruments de recherche et les archives. L'idée, en tout cas, c'est de vous présenter, de réfléchir sur les dispositifs d'interface graphique et dans un premier temps, pour me présenter, très rapidement, j'évolue dans des horizons variés autour de l'image, des médias et des transmédias. Donc vous voyez ici, je vous ai mis quelques pistes entre le design graphique, la création. Je côtoie des professionnels dans les métiers de l'image, des médias et du transmédia depuis quelques années en travaillant en coworking dans des clusters ou des lieux de coworking. Et le dernier en date, donc je travaille à la Centrale, en lien, en tout cas c'est un cluster d'entreprises autour des médias, donc il y a des entreprises autour du jeu vidéo, de la production audiovisuelle, des développeurs et d'autres professions spécialisées dans les médias. Ce qui pour moi est très enrichissant et ce qui permet également aussi de développer des projets inter-enseignement et professionnels. Donc je vais dire que ma casquette se situe entre des projets à caractère, à dimension professionnelle, où je vais répondre à des prestations graphiques, de sites internet, de supports imprimés et identité visuelle. Donc effectivement, entre en jeu la question du design graphique, de la gestion de l'espace et d'interface. Je peux très rapidement justement vous donner, pour vous donner un petit balayage justement de quelques projets dans le domaine du déploiement Wi-Fi pour une société dans les télécoms, déploiement Wi-Fi pour les collectivités et les transports, ou encore dans l'édition, dans tout ce qui est communication audiovisuelle autour de l'événementiel. Par exemple ici, peut-être ça peut créer du lien, NMCube qui est un incubateur justement pour des projets d'édition, d'information et de communication, donc qui se trouve aussi sur Nantes. Donc voilà, vous voyez que mes activités touchent à différents domaines, du web à l'imprimé, aux applications mobiles et au graphisme. Donc pour définir un peu le périmètre de l'intervention, donc l'exposé se situe à la croisée du design et des humanités numériques, sciences humaines, et comment la rencontre de ces champs disciplinaires permettent d'envisager des démarches de compilation organisées de l'information selon des systèmes narratifs plus ou moins complexes. Donc nous évoquerons tour à tour les points qui sont évoqués ici, affichés, donc un bref retour sur le design numérique, questionner qu'est-ce qu'un dispositif numérique et à travers des exemples, questionner aussi des nouveaux paradigmes des dispositifs d'interface graphique numérique. Alors pour ce faire, dans un premier temps, en préambule, avant de commencer par une présentation des jalons, comme ça, en tout cas des balises historiques, clarifions ce que recouvre le terme design graphique. Donc par définition, le design graphique est une discipline qui vise à concevoir des graphismes ou organiser des informations, créer des images destinées à toutes les applications de la communication visuelle dans le but d'informer. Donc abordons justement quelques points sur ces balises qui ont permis d'aboutir au design d'interface. Dans un premier temps, le design d'interface est plutôt sous-estimé ou en tout cas peu
peu éclairé. Donc c'est plutôt le domaine de l'informatique, des grandes entreprises, de l'industrie informatique et des ingénieurs qui dominent. Et la notion de design arrive tardivement. Donc là, on est dans les années 30, 50. Et si on fait un saut quelques années plus tard, c'est à partir des années 70, et notamment avec Xerox PARC en Californie, donne naissance aux interfaces utilisateurs, Graphical User Interface, donc GUI, et où, donc à travers ce projet, l'écran, en tout cas la réflexion de ces équipes de recherche, est d'orienter leur recherche sur ce que vous voyez, des fenêtres, un système de fenêtres, d'icônes et de menus qui créent un dispositif de pointage grâce à la souris. Et dans cette recherche-là, notamment, je reprends une citation du PDG et de l'équipe, donc leur but est de résoudre un problème spécifique avec une solution que les individus trouvent naturelle et facile à utiliser. Donc on garde dans un coin de nos têtes cette notion de facilitation, d'utilisation, qui aujourd'hui sont des termes importants, on le verra. Pour continuer dans les années, donc là si on fait un saut quelques années plus tard, dans les années 80, notamment en 1984, bien sûr on connaît tous le fondateur d'Apple, Steve Jobs, qui diffusera massivement des micro-ordinateurs, des Macintosh, avec des interfaces graphiques, une recherche plus conviviale de l'interface, et notamment un soin apporté à la typo. On le voit d'ailleurs dans une partie ici des exemples avec des recherches sous forme de menus, des fenêtrages, des barres d'outils. Donc c'est vraiment, voilà, on est là dans les fondements de l'usage des outils, des interfaces. Et si on rebondit quelques années plus tard, aussi en 1990, bon, on a assez vite oublié le CD-ROM, mais je trouve que c'est un support quand même très important parce qu'il a invité à, on va dire, une sorte d'ingénierie culturelle, à diffuser massivement des informations culturelles dans une dimension, enfin en tout cas l'interface graphique, un soin, ou en tout cas les prémices de la façon dont on va réfléchir, enfin pour le graphiste, réfléchir l'interface. On est dans des logiques justement de navigation, de choix de menus, de boutons, d'icônes, avec encore une fois une recherche de navigation particulière. Et ça ouvre donc des perspectives par rapport à des logiques de navigation de transmédia et de stratégie. Aujourd'hui, on parle de storytelling, enfin en tout cas depuis quelques années. Et donc tout ça ouvre le champ par la suite à évidemment toutes ces parties, toutes ces évolutions qu'on a connues dans les années 2000, que ce soit l'envol d'Internet, la révolution des smartphones, des tablettes. Je passe très rapidement sur tous ces points-là, les réseaux sociaux, les jeux vidéo aujourd'hui, qui connaissent un essor important et qui ouvrent des champs infinis pour le design d'interaction. Je termine sur la définition importante en 2005 de l'Interaction Design Association, qui rassemble une communauté internationale de designers et d'interaction, qui définit le design d'interaction comme la structure et le comportement de systèmes interactifs. Alors le terme de système est important, puisqu'après on va définir aussi ce qu'on entend par dispositif, et je le relie à système. Les designers d'interaction s'efforcent de créer des relations riches de sens entre les personnes et les produits et services qui utilisent des ordinateurs aux terminaux mobiles jusqu'aux appareils électroménagers et au-delà. Donc les interfaces se diffusent à travers différents types de périphériques, de supports. Intéressons-nous à présent à l'approche des dispositifs numériques et tentons de définir au préalable la notion de dispositif, qui me semble vraiment une notion, un terme important pour comprendre aujourd'hui dans quoi nous sommes tous pris entre nos applications mobiles, nos applications web, et porter éventuellement un regard critique lié au design d'interaction. Donc le philosophe Giorgio
Agamben définit le mot dispositif comme dispositio, disponere, qui dispose de l'homme. Celui-ci renvoie à une économie, à un ensemble de praxis, de savoirs, de mesures, d'institutions, dont le but est de gérer, gouverner, de contrôler et d'orienter en un sens qui se veut utile les comportements et les pensées des hommes. Donc il y a cette notion de gouvernance, de contrôle des individus et de contrôle des comportements, des pensées, qui s'opèrent dans des systèmes qu'une équipe met en place, une équipe justement pluridisciplinaire pour créer des applications aussi bien mobiles que web. Et ce dispositif est une sorte de cadre où on va orchestrer l'information. Donc ce dispositif définit en quelque sorte une stratégie générale. L'architecture de l'information constitue dans un second temps un aspect fondamental d'un projet numérique et de sa mise en œuvre. Abordons justement dans un deuxième point la question du design d'expérience. Et donc pour citer quelques personnes clés, notamment Don Norman, psychologue cognitiviste américain et professeur émérite en sciences cognitives de l'Université de Californie, qui a travaillé sur les questions de user experience, mais également un autre personnage clé dans l'architecture informationnelle, Peter Morville, qui a fondé et réfléchi aux 3 piliers de l'architecture de l'information, donc l'architecture informationnelle, à savoir la convergence entre ce qui est du contextuel, les contenus et les utilisateurs. Donc aujourd'hui, de nombreuses expressions sont évoquées en termes autour du design d'interface et notamment de la question de l'expérience utilisateur. On va parler de design centré utilisateur, de design d'expérience, donc des termes qui sont comme ça incontournables, mais qui depuis quelques années, on va dire, on revient un petit peu de ces approches comme ça très, très fermées. Pourquoi centré utilisateur? De toute façon, le design en soi, on n'a pas entendu ces termes-là ces dernières années pour se soucier de l'utilisateur. Le designer, que ce soit le graphiste ou d'autres types de designers, s'interroge sur le confort, l'ergonomie à destination de l'utilisateur. J'aimerais juste citer en parallèle Anthony Mazur, qui a publié un ouvrage sur les humanités numériques et qui parle de design acentré. Comment justement revenir plutôt à un design acentré plutôt que centré utilisateur, parce que justement le lien qui est à faire avec cette notion de dispositif, le dispositif est une sorte finalement d'encadrement qui va gouverner, contrôler, nous enfermer tous dans une espèce d'architecture préconçue dans laquelle on sera un petit peu en cage et on évoluera. Donc comment questionner ces éléments-là sur cette question du design de l'expérience utilisateur. Alors je rebondis justement sur la définition d'expérience. Donc l'image très rapidement que je vous ai indiquée ici, que vous connaissez peut-être en termes de métaphore, comment trouver un chemin qui facilite et qui crée on va dire une expérience pour l'usager, plutôt que de choisir un chemin certes designé mais très cadré dans la façon d'arriver à l'obtention d'une information ou d'un résultat. Donc par définition, l'UX, c'est un ensemble de méthodologies et de processus centrés utilisateurs permettant d'imaginer, de concevoir et d'améliorer un service ou un produit numérique. Donc c'est vraiment cette notion de... Alors là aussi, l'UX, c'est un nom qu'on a donné par la suite, mais qui était déjà existant avec un ensemble de disciplines qui étaient, on va dire, un petit peu séparées les unes des autres, comme notamment l'ergonomie, l'architecture de l'information, le design graphique, les tests utilisateurs. Et toutes ces composantes-là ont été réunies sous l'appellation d'expérience utilisateur. Alors, pour donner des dimensions importantes justement qui touchent au design d'interface avec lequel le graphiste
travail, que ce soit les mots pour la simplicité de compréhension, les visuels, les images, les icônes, pour renforcer la communication, ou le type d'objet choisi, des objets réels pour les utilisateurs, avec quels objets ils vont interagir avec le produit. Le temps également, la temporalité, des animations, des effets sonores qui permettent de faire comprendre à l'utilisateur les effets produits sur lui, ou encore le comportement, comment celui-ci réagit. Toutes ces dimensions vont structurer et impacter l'usage d'une interface graphique. Pour l'approche organisationnelle de l'information, il est important, évidemment, en fonction des fonctionnalités qui seront organisées, celles-ci déterminent le quand et comment seront présentées les informations dont l'utilisateur a besoin, et cette organisation est le point déterminant de l'utilisabilité d'un système interactif. Alors là, on est autour de théories un petit peu générales, de règles. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on a évidemment de nombreux spécialistes comme Amélie Boucher, ou un ouvrage, je vous renvoie à l'ouvrage de Jean-François Noguier, Jules Leclerc, sur l'UX design et ergonomie des interfaces, qui étudie longuement toutes les règles d'ergonomie et d'interfaçage qui touchent à la question à la fois d'ergonomie générale, on parle d'ergonomie dans différents domaines qui nous entourent, des objets physiques à des supports immatériels, donc l'ergonomie web en fait partie. Et ce sont les questions, la finalité, c'est vraiment comment répondre à un besoin par l'utilité, cette notion de ce principe d'utilité associé à l'utilisabilité, à savoir la facilité de donner une satisfaction à l'utilisateur et l'aider à atteindre des objectifs. Donc tous ces éléments sont en ligne de mire des designs, en tout cas d'une équipe dans la conception d'une application web ou mobile. Ces critères sont des éléments évidemment incontournables pour mettre en place une architecture de l'information. Et surtout, évidemment, j'ai listé quelques éléments de bonnes pratiques, je pourrais y revenir peut-être dans les questions, mais on est vraiment sur des questions là plus généralistes, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus pour donner du temps aux exemples que je vous ai préparés. Et donc là, nous sommes sur la troisième partie, à savoir des exemples de dispositifs. Donc dans cette troisième partie, je vais tenter de montrer comment envisager l'expérience utilisateur, l'interface dans un dispositif numérique qui soit en lien, en tout cas avec votre domaine d'expertise, dans le domaine de l'archivage et plus précisément des instruments de recherche. Donc elle vise à étudier la notion d'une forme d'archive fluide des instruments de recherche à travers des dispositifs numériques narratifs et des concepts d'interfaçage plus ou moins complexes. Alors j'aimerais à nouveau refaire un saut sur une référence qui me semble intéressante, Georges Maciunas, qui est assez atypique, donc un historien, précurseur, artiste et historien, qui questionne justement cette idée comment designer l'information, et notamment l'histoire, comment designer l'histoire en récit visuel ou graphique. Donc moi, avec ma sensibilité graphique, c'est une référence qui m'est apparue très intéressante. Donc c'est un véritable polymathe, à savoir une machine à apprendre. Donc cet artiste américain a étudié l'art, le design graphique, l'architecture, la musicologie. Il s'est également intéressé à la logique, à la psychologie, à la physiologie et à la langue française. Et il a également participé, donc c'est longuement investi dans le mouvement artistique Fluxus, avec lequel il a produit un certain nombre de documents sur lesquels je vais revenir. Alors je vais évoquer très rapidement un exemple de Learning Machine, qui est une sorte de réforme pédagogique graphiquement représentée. Vous voyez ici un exemple daté des années 1969. Donc c'est intéressant de voir aussi la correspondance avec la partie historique que je vous ai évoquée tout à l'heure, avec l'apparition des prémices des interfaces graphiques.
Et celui-ci voilà, interroge la façon de composer graphiquement des éléments. Donc on voit ici des visuels, une sorte de sémantique et de narration qui s'opère graphiquement, même si évidemment on n'est pas dans de l'interaction. Enfin, mais pour moi, il y a déjà potentiellement quelque chose qui se raconte par rapport à ce que pourrait être une dimension interactive, donner une dimension interactive. Ou encore, ici, The Big Chart en 1973, qui vise à élaborer une histoire exhaustive, universelle, encyclopédique, totale et totalisante de Fluxus, donc ce mouvement d'art contemporain des années 60. Donc on a affaire ici à une sorte de vision totale, diagrammatique, synchronoptique, une histoire limbiratique et rhizomique qu'on peut appliquer déjà comme principe en créatif pour le designer graphique, pour penser des interfaces un peu nouvelles et ouvrir des potentiels variés. Je rebondis là avec un exemple plus contemporain. Donc j'ai directement participé en tant qu'observateur à un événement organisé par le West Media Lab, qui est un cluster spécialisé, on va dire, dans la mise en mouvement, la mise en synergie d'acteurs des médias et de la communication en région Pays de Loire et notamment à Nantes. Donc j'ai collaboré avec eux justement pour travailler sur un système d'identité visuelle pour un incubateur, comme je vous ai évoqué précédemment. Et ils organisent, donc par rapport à au thème d'aujourd'hui, ça a tout de suite fait tilt. Je me suis dit, tiens, là, je pourrais parler de leur session IBLAM qu'ils organisent très régulièrement depuis de nombreuses années. Et j'ai participé, encore une fois en tant qu'observateur, à une session donc qui réunit plusieurs porteurs de projets et qui viennent chacun avec des données, des archives, des données collectées dans des domaines très variés. Hein. Ça peut aller, vous voyez, des porteurs de projets de villes ou encore de festivals ou d'institutions qui viennent avec une problématique. Voilà, j'ai des données et j'aimerais bien les scénariser et leur donner, on va dire, une consistance plus accessible pour le tout venant ou un certain public. Pour ce faire, donc, là, le porteur de projet, je me suis intégré à une équipe au départ, donc, qui me semblait intéressante. Donc, c'est autour justement des archives et patrimoine d'Ille-et-Vilaine, de la ville de Rennes. Et pour vous expliquer le principe de ce type de fonctionnement, donc on est sur un mode hackathon en 2 jours de sprint. Il s'agissait d'expérimenter et proposer des projets de contenu ou services innovants, récits interactifs, valorisation des archives, couverture événementielle, data visualisation, avec une équipe hybride d'étudiants, journalisme, en web design et informatique. Donc vous voyez qu'on est dans un projet de dimension qui appellerait à des archives ou évidemment d'instruments de recherche. C'est un projet dimension collaborative qu'il faut évidemment mettre en œuvre avec donc là, à travers cet événement, des méthodologies étaient données en préambule, puis ensuite l'équipe s'est mise au travail pour réfléchir justement à une façon de raconter une histoire autour justement de ces problématiques d'archivage. Donc là, en l'occurrence, l'Ille-et-Vilaine et les archives avaient un problème, donc des données autour des questions de la population du troisième âge qui, dans une trentaine d'années, on sera dans des problématiques d'une augmentation du troisième âge et comment sensibiliser le public, changer le regard du public aussi sur le troisième âge et réfléchir à ces questions, d'anticiper un petit peu sur ces questions qui seront très prégnantes dans quelques années. Et donc cette équipe est partie sur la réflexion finalement d'aller à la rencontre du troisième âge. Et je vous passe dans un premier temps un petit extrait vidéo. Bon, je ne sais pas s'il sera très clair ou si vous en entendrez bien,
mais j'essayerai ensuite très rapidement de commenter. En France. Et... Ouais, du coup, nous, on s'est posé plusieurs questions. Qu'est-ce que c'est finalement être vieux? Qu'est-ce que c'est, à quel âge on peut dire qu'on est une personne âgée? Qu'est-ce qu'un senior? On s'est posé toutes ces questions, on a pris notre DeLorean. Et on est parti faire un tour dans le futur en 2067. 2067, une personne sur 3 aura plus de 60 ans. Et ça, je pense que pour vous, c'est tous l'angoisse. Un monde plein de vieux, je pense que c'est tous l'angoisse pour vous. Du coup, on a proposé une petite boîte messagerie instantanée. Ce que je vais faire, je vais commenter parce que le son est très mauvais. Changer avec son soi de 2067. Donc le but est d'informer et de déconstruire tous les stéréotypes que nous, les jeunes, on peut avoir envers les personnes âgées. Donc l'utilisateur type, il a entre 16 et 30 ans et il a le choix donc, entre deux personnages, donc le féminin et le masculin. Et quand il choisit le personnage qu'il veut, donc, il arrive sur la boîte de conversation où il retrouve son double futuriste. Alors, première chose à faire, donc on voit là qu'il y a donc la personne du futur, donc le moi du futur, demande s'il y a quelqu'un. On peut répondre dans la boîte de quelque chose. Donc voilà. Et coucou. Donc ensuite, on arrive sur donc la conversation prend forme et on arrive sur donc un choix où on peut poser une question soit très agiste. Très rapidement, c'est surtout la forme qui est donnée, à savoir avec ces archives, ces données, comment installer un dispositif qui permette de mettre en scène des données à travers une sorte de chatbot, en fait, de dispositif conversationnel. Et alors là, on voit une partie, plutôt un extrait, un dialogue. Donc, je reprends la question du troisième âge et on va cibler comme ça deux personnages. On va choisir et dialoguer avec un de ces personnages. Et dans ce dialogue, au départ, donc c'est un dialogue très, on va dire, très informel. Et puis au fur et à mesure du dialogue vont s'installer, être intégrées des informations, des graphiques, des données précises justement sur cette population du troisième âge. Et au fur et à mesure, l'idée est de changer le regard. Donc on est à la fois dans une projection, une anticipation dans cette application et qui permet de... l'utilisateur va vous dire en 2050, en 2060, on aura un temps de personnes âgées, etc., etc. Je reviens je continue sur un autre exemple, deuxième exemple, donc l'agence Bac à Sable, qui est une agence de design interactif située sur Nantes, et qui propose, qui est spécialisée dans de nombreux projets autour du design interactif, et notamment dans la visualisation de données. Alors cette agence, donc, qui est créée par Heidi Guernati et Nicolas Cloarec, donc cette agence Bac à Sable, propose d'explorer et de cartographier, de raconter des contenus, des thèmes, à travers la navigation dans des données. Donc là aussi, avec la culture avec laquelle je viens, un peu de ce domaine, je me suis dit que cet exemple était intéressant pour nourrir un peu, ouvrir la réflexion. Alors là, on est dans un domaine plus opérationnel, c'est-à-dire qu'ils ont créé un outil pour proposer à toute institution ou personne qui a un volume de données, proposer une sorte de moteur qui soit tout à fait adaptable d'une thématique à l'autre. Et vous voyez qu'on a une espèce de fonctionnement rhizomique avec des nœuds comme ça d'informations, avec des thèmes mais qui sont tout à fait interchangeables. Là, on est dans une thématique de data, de mind mapping, mais qu'on peut appliquer à d'autres catégories, d'autres thèmes. Donc là aussi, j'ai une courte vidéo. Donc là aussi, le son, parce que ça vient de mon poste, le son n'est pas terrible, mais je commenterai. Donc vous voyez, là, je suis sur l'outil en ligne. Donc c'est exactement ce que je vous présentais. Sur ma partie, j'ai beaucoup de cartes. J'ai aussi beaucoup de données. Mais vous pouvez en mettre un bon paquet. Je vais plutôt commenter. Donc là, il commente un certain nombre de données. Et ici, vous avez donc en ligne l'accès à différents types d'applications, sur la sécurité, sur des événements, le Web Today,
ou encore ici pour la SNCF. Alors là, il présente un projet autour de start-up et comment identifier l'écosystème des start-up dans la région nantaise, si je ne me trompe pas. Et vous voyez que là, on a une démonstration dynamique à la fois sur les parties latérales des diagrammes, des éléments, des catégories. Puis ensuite, on peut naviguer dans ces catégories et mettre en avant certaines catégories. Donc ensuite, dans un deuxième temps, là, il parle de l'histoire d'Apple. Donc ils ont travaillé sur comment proposer une histoire sous une autre forme, une approche dynamique. Donc là, on est sur des questions finalement d'archivage, parce qu'on a des données, on a des dates, etc. Et on va proposer une façon de mettre en scène et d'explorer l'information sous forme d'une cartographie comme ça, dynamique. Dernier exemple, l'exemple d'un artiste, Masaki Fujihata, qui propose ici plutôt un dispositif tactile. J'ai voulu, dans les exemples aussi, diversifier l'approche aussi évidemment de l'accès à l'information. Donc les dispositifs tactiles offrent des potentiels aussi de navigation et d'interaction, également sur des questions d'interface. Et cet artiste-là aborde l'archive de sa propre création artistique, où il fait converger en fait le papier et le numérique. Parce qu'il me semble que l'archivage, alors on a toujours une image un peu poussiéreuse, on a en tête le papier, dans une image un peu stéréotypée, mais le papier est toujours un élément important et je pense qu'il peut aujourd'hui encore avoir un rôle important pour encore une fois, trouver, innover et sortir de solutions un peu standards qu'on a aujourd'hui dans les interfaces. Et ça permet peut-être de re-questionner les interfaces numériques. Donc ici, c'est un jeu, en fait, donc un livre, c'est sous forme de classeur, archétype, sous forme d'un dossier d'archives qui intègre un système de réalité augmentée. Donc ce livre physique contient des données. Et donc ces données sont archivées numériquement et permettent de lire des vidéos. Et on est dans une espèce de simulation 3D, comme ça, en réalité augmentée. Donc on voit ici quelques exemples de visuels. Bon, là, je n'ai pas mis de vidéo, mais je pense qu'on peut assez facilement se projeter avec ces exemples où, vous voyez, on peut directement mettre en face d'un pointeur, on a ici en rouge, la tablette, et activer des éléments et avoir accès à des compléments, des enrichissements d'informations sur l'œuvre de l'artiste. Les exemples sont nombreux, j'en avais d'autres, évidemment, mais pour essayer de tenir le temps, je m'arrêterai là-dessus. Puis si y a d'autres demandes, je peux évoquer 2-3 exemples en plus. Pour synthétiser en tout cas la présentation du contenu, donc après avoir en premier lieu défini le design numérique ou design d'interaction, nous avons abordé la notion de dispositif inhérent à tout système d'information et d'accès au savoir. Que ce soit découper, catégoriser, organiser, développer ou orchestrer une expérience, toutes ces actions contribuent à construire et structurer notre approche de l'information. En matière d'instruments de recherche, les nouvelles technologies nous offrent une approche de l'écrit complémentaire au papier. Elle questionne dans un renouvellement incessant l'accès à l'information, notamment comment écrire l'écran, et que ce soit des récits, systèmes de narration, diagrammes, data visualisation, systèmes interactifs enrichis, toutes ces possibilités offrent des moyens d'envisager l'archivage ou instruments de recherche sous d'autres formes, des formes variées. Donc je vous remercie de votre attention.